Bonjour à tout le monde. Donc, on va parler aujourd'hui de la boxe du mois de novembre. Et pour ça, on a pas mal d'invités ce soir. Donc, on va d'abord parler des rhums de cèdre avec Arnaud. Donc, le mangue passion. Et puis après, dans un deuxième temps, on abordera alors en anglais, une petite session en anglais avec Juan, un rhum qui s'appelle Siwatan, 12 ans. Et puis, après, on parle un petit peu des Cuyano. On espère que Yann Buren nous rejoindra d'ici là. Et puis, en dernier, les rhums tot, donc les rhums qui sont acheminés à la voile. Ça va être vraiment intéressant. On commence donc par Arnaud, rhum de Seine. Donc moi, ce que je te propose, Arnaud, c'est qu'on se verse un petit verre. Et puis, ben voilà, l'idée, c'est de parler un petit peu librement de ce que tu as envie de parler d'abord. Et puis déguster ensemble le rhum. Et puis, poser des questions. En tout cas, bonjour à tous. Et salut Olivier, merci de nous avoir conviés à cette visio. Et puis bonjour à tous les fans de Rhum Attitude. Je suis content de vous présenter cette recette que vous allez tous découvrir dans la box du mois, qui est le tiers rangé de cèdre mangue passion, comme l'a dit Olivier. Je l'avais anticipé, j'avais déjà servi mon verre. On ne voit pas très bien, je suis désolé du coup par rapport à la luminosité. Je suis comme la plupart des gens qui vont regarder la vidéo chez moi. Voilà, on voit la bouteille un petit peu plus ici. Donc oui, tout d'abord, je suis assez content qu'on ait cette recette-là à déguster ce soir, puisque pour ceux qui connaissent moins les rhums de cèdre, moi je suis Arnaud, je m'occupe de la communication et du marketing au rhum de cèdre depuis 5 ans. Notre atelier, il a 10 ans cette année. Et la première recette que Cédric, le créateur des rhums de cèdre, a imaginée, c'est la recette mangue passion. Donc cette recette qu'on déguste, elle a été créée il y a 10 ans et c'est notre best-seller. Donc on a de quoi finir l'année en beauté normalement avec cette dégustation de tiers rangé de cèdre mangue passion. Quoi dire sur notre atelier avant de passer à la dégustation du produit. Notre atelier artisanal les rhums de cèdre, en fait, on a un savoir-faire où on travaille parmi les ingrédients de nos recettes que du fruit frais de saison qui est récolté à maturité naturelle. Donc, en l'occurrence, sur cette recette, de la mangue et des fruits de la passion récoltés à maturité naturelle dans l'arbre. Ensuite, au niveau du rhum agricole, on fait un assemblage de 2 rhums agricoles, un de Martinique, AOC, et un de Guadeloupe. Quand on reçoit les rhums agricoles à l'atelier, on fait le blend et ça permet de créer la base de rhum pour cette recette. C'est important pour nous parce que du coup, chaque ingrédient est vraiment, on apporte de la technicité sur chacun de nos ingrédients. Notre savoir-faire sur les fruits frais, la sélection, la découpe, puisque tout est découpé au couteau, mis en bouteille à la main à notre atelier. Ça, c'est un vrai engagement par rapport à la fraîcheur et au vrai goût du fruit qu'on retrouve après dans la bouteille. Sachant que, comme vous l'avez vu rapidement sur la première partie de la vidéo, tous les fruits sont dans la bouteille. La fabrication se fait à la bouteille. Les fruits sont coupés devant la bouteille, mis en bouteille à la main. Donc, c'est vraiment 100% artisanal depuis 10 ans. Tu veux qu'on déguste maintenant le produit, Olivier? Oui, tout à fait. J'ai quelques questions, donc allons-y. Moi, j'ai déjà commencé, enfin, on est en tout cas. Ok, donc là, en fait, avec cette recette-là, on est vraiment, comme je disais tout à l'heure, sur une recette consensuelle, cosmopolite, dans le sens où elle plaît beaucoup. C'est une recette vraiment sur le côté exotique et suave en bouche. En fait, au nez, tout d'abord, on a vraiment une dominante sur la mangue qui apporte un côté juteux. Et tout de suite, après, on a le fruit de la passion qui va vraiment être un exhausteur de saveur au nez et qui va apporter un certain volume au nez. Okay. On a l'empreinte du rhum aussi qui est quand même bien présente. C'est ça qui est agréable avec les rhums de cèdre, c'est que comme c'est du rhum agricole, ça vient vraiment balancer, on a cet équilibre entre le fruit, le sucre, et de l'autre côté, la fraîcheur de la canne à sucre, quoi, et du rhum agricole. C'est vraiment... c'était parce qu'à l'époque, je pense, maintenant ça devient plus courant, mais c'était surtout les rhums réunionnais. Les rhums réunionnais, c'est beaucoup de la mélasse.
pour les rhums arrangés. Et donc, ça tranchait un petit peu avec ce qui se faisait, il me semble, à l'époque. Et Tout à fait. voilà, donc CED était un peu précurseur, je crois. C'est vrai que tout de suite, en fait, il a travaillé au démarrage une base majoritairement Martinique. Et après, assez rapidement, il a intégré une base de Guadeloupe pour avoir un assemblage technique de rhum agricole sur toutes ses recettes. On a aussi un petit peu la pointe vanillée, c'est assez discret. Ouais. Alors, en bouche, comme au nez, on a la mangue aussi qui est quand même assez présente, qui apporte une touche presque confiturée en bouche. Et pareil, le fruit de la passion va avoir un rôle, va apporter de la fraîcheur, comme tu disais tout à l'heure. Ça, c'est vraiment hyper pas exubérant, mais bon, c'est assez puissant en fruits. Et on a une fin de bouche qui va être assez suave, assez douce. Ben oui, c'est très gourmand, en tout cas, c'est sûr. Hein. Et alors, nous, souvent, ce qu'on conseille quand on a des rhums arrangés, parce qu'on a assez souvent des rhums arrangés ou des spices, ou ce genre de choses, on conseille plutôt de les boire à part, quoi. Pas vraiment bien avant, bien après, ou à l'apéro, mais pas avec d'autres rhums, quoi. Ou pas la suite ni avant d'autres rhums. Parce qu'il y a le côté sucré, c'est vrai, qui marque quand même le palais, hein, qui est très agréable, évidemment. Tout à fait. C'est vrai qu'il y a un côté presque gourmand sur cette recette. On est à 32 degrés au niveau de la recette, donc ça reste quelque chose d'assez agréable. Ce n'est pas trop puissant en degrés. Ce qui est important, comme tu disais tout à l'heure encore, c'est l'équilibre entre tous les ingrédients, entre ce côté très fruité, exotique et suave, avec la mangue et le fruit de la passion, mais ce côté aussi quand même rhum, où on a bien l'empreinte agricole, et cette touche de gourmandise qui n'est pas trop présente non plus. Ça, c'est hyper important, cet équilibre. Au niveau de la dégustation, je t'avoue que sur cette recette-là, température ambiante ou un peu fraîche, on va dire tous les amateurs le dégustent un peu comme ils l'aiment. C'est un peu à toi de choisir comment tu préfères la déguster. On a même une recette de cocktail qu'on a créée en 2019 avec Mathieu Gouret du Santeuil Café, qui est notre référent bar, parce que nous, en fait, on a principalement développé la notoriété des rhums de cèdre en cave et en épicerie fine depuis 10 ans. Et depuis 3 ans, on a essayé de montrer qu'on pouvait aussi challenger l'univers du bar avec des recettes hyper fruitées de cocktails arrangés. Et Matt, en fait, a créé une recette de Cosmopolitan, donc le petit Cosmo, c'est comme ça qu'on l'a appelé en recette petit set cocktail. Et sur une recette très facile à faire de twist avec du jus de citron vert frais, du jus de cranberry, du triple sec et puis le tiers arrangé de cèdre mangue passion. Et on a un cocktail très très exotique, très frais, avec le fruit de la passion qui est très présent, avec un petit fruit de la passion posé dessus en déco, c'est super bon. Donc, que ce soit en cocktail ou évidemment tel quel, c'est quelque chose de très agréable et très fruité à déguster. C'est vrai que Tissette, ça peut se boire frappé, quoi. Donc, on met la bouteille au congélateur quelques heures avant. Hein. C'est ce que je donnais comme conseil à certains clients, pour demander des conseils. Et c'est vrai que ça change un peu les choses. Alors moi, je ne sais pas de ton point de vue, moi je trouve quand même que ça masque un petit peu les goûts. Je trouve que c'est plus exubérant quand c'est à température ambiante. Mais après, c'est une question de goût, quoi. Idéalement, c'est en effet à température entre 12-15 degrés. Oui. Après, on a quand même, sur les salons, on le voit avec nos Tiffany, beaucoup de gens qui aiment bien les mettre au frais, pas au congélateur, mais au frigo, et qui les sortent 5-10 minutes en fait, avant de le servir. Et comme ça, en effet, le côté frappé, ils ne l'ont pas du tout, parce que ça masque en effet pas mal de choses. Voilà. Sur les agrumes, principalement nos recettes avec que ce soit le citron gingembre à 32 degrés ou notre Graal citron passion à 45 degrés à base de rhum non réduit brut de colonne, c'est assez sympa de les déguster avec un peu de fraîcheur quand même. Dès qu'on a des agrumes, c'est plutôt intéressant. Ok, c'est vrai que l'entre-deux, je n'ai pas essayé. Hein. Du coup, c'est une bonne idée. Ok. Et sinon, après, j'ai quelques questions. Moi, le sirop de sucre de canne, c'est du sirop. Hein, en fait, ouais, on travaille avec un artisan nantais qui nous fait notre sirop de sucre de canne à façon pour nous, en fait.
D'accord. qui va permettre de créer ce lien en fait, entre tous les ingrédients, entre les fruits, le rhum. Il a un vrai rôle dans l'équilibre de notre recette. C'est ce sucre-là qui va permettre de sortir justement tout le côté fruité des fruits aussi. D'accord. Et c'est un sirop particulier, du coup, vous le dosez d'une certaine façon ou... Tout à fait. C'est vrai que c'est toujours un peu le secret de fabrication, Ah, c'est un cette secret, notion ouais, de c'est sûr. sirop. Voilà, donc D'accord. c'est un peu l'élément sur lequel je ne vais pas m'étendre, Et alors, mais en ouais, effet, ouais. on a eu un vrai travail en effet déjà de confection. C'est Cédric qui a fait ce travail-là avec l'artisan avec lequel on travaille à Nantes, et de dosage, ouais, tout à fait, pour avoir le meilleur équilibre. Et sachant qu'il est strictement le même sur toutes nos recettes qui arrangées de sel, à tous les degrés, vous avez la même proportion de sirop de sucre de canne. Et c'est ça qui est toujours intéressant entre une recette mangue passion telle qu'on le déguste et telle que tout le monde le dégustera dans la box du mois, et une recette Graal ou une recette citron gingembre, par exemple, où là, on va avoir l'impression que c'est moins sucré, entre guillemets, en perception. C'est tout simplement que les fruits apportent aussi cette gourmandise, en fait. Ce qui est intéressant aussi à dire, c'est que pour cette recette des 10 ans, parce que c'est la première recette que Cédric a créée en 2011, pour cette fin d'année 2021, on a, entre guillemets, créé une recette événementielle où on a premiumisé avec toute la technicité, le savoir-faire qu'on a acquis au fur et à mesure de ces 10 ans, une recette collector. Donc, en l'occurrence, on est parti de cette recette mangue passion qu'on déguste actuellement, sauf que le rhum, on l'a fait vieillir 2 ans en fût de Sauterne, sur des fûts qui ont à peu près 3 vins. Ensuite, une fois que le vieillissement a été réalisé, on a fait une infusion de curcuma frais de la Réunion pendant 2 semaines dans la base de rhum, avant d'y intégrer la mangue et la passion. C'est une recette collector pour les 10 ans de la recette mangue passion qu'on a réalisée cette année. Très bien. Et les fruits, je ne sais plus si tu l'as évoqué, viennent de quelle provenance? En fait, comme je te le disais, on ne travaille que des fruits frais de saison. Donc, évidemment, quand on parle de fruits locaux sur des recettes à base de fraises, à base de pommes, à base de poires, on travaille avec des partenaires très locaux. En France, à 10-15 minutes d'atelier. À Nantes, on a la chance d'avoir des vergers pas mal et des producteurs autour de nous. Sur tous les fruits exotiques, on a également la chance d'être à 15 minutes du mine de Nantes, qui nous permet de récupérer des fruits ultra frais qui arrivent en 48 heures, 24-48 heures, de différents pays. Et en l'occurrence, sur la recette mangue passion, en fonction des saisons, on peut travailler une mangue qui vient du Kenya ou une mangue qui vient du Pérou. Bien sûr. Et pareil pour les fruits de la passion qui peuvent venir à la fois d'Asie comme ils peuvent venir d'Amérique latine. Donc, en fonction de la période de l'année où c'est la meilleure période pour les récolter, on est en contact avec nos partenaires locaux via notre partenaire du Mine de Nantes qui nous permet de les avoir très rapidement, sachant que quand ils arrivent à l'atelier, il n'y a pas de frigo sur place à l'atelier. Tous les fruits qui rentrent le matin à l'atelier sont travaillés au couteau, mis en bouteille à la main dans la journée. Là encore, la priorité, c'est la qualité et la fraîcheur du fruit. Okay. Et alors, je ne sais pas si on peut l'évoquer, hein, parce que je crois que Cédric est parti vers de nouveaux horizons. Et comment est-ce que vous, enfin, si tu n'es pas à l'aise pour l'évoquer, il n'y a pas de problème, hein, mais est-ce que en termes de créativité, du coup, comment ça va se passer? Est-ce que vous avez quelqu'un pour prendre le relais ou plusieurs personnes, ou il a transmis son savoir? C'est vrai que Cédric, c'est un grand créateur. D'une part, on est tous hyper fiers de l'aventure qu'il a menée pendant 10 ans au Rhum de Seine. Il avait déjà 10 ans de création de recettes avant de démarrer l'entreprise. C'est une personnalité, tu le connais Olivier, qui est ultra attachante et il est ingénieur agro de formation, donc c'est quelqu'un qui s'y connaît énormément et qui a une vraie curiosité sur le produit. C'est pour ça qu'il a apporté autant de technicité à la catégorie du rhum arrangé en 10 ans. Ce qui est intéressant aussi en termes de casquette de Cédric, c'est sa casquette sportive. Donc, il est fan de basket, pratiquant le basket aussi. Et telle une équipe, en fait, on est 10 personnes à l'atelier en tout, dont 6 personnes qui sont à l'atelier de production et qui coupent du fruit toute la journée. Et il nous a recrutés, entre guillemets, au savoir-être en premier lieu, pour qu'on ait une vraie cohésion et une complémentarité. Et pendant 10 ans, sa mission, entre guillemets,
ça a été de partager et de transmettre son savoir-faire. Donc, c'est sûr que c'est toujours un petit peu particulier et te dire qu'on n'est pas atteint et que ce serait mentir, mais on est assez confiant, entre guillemets, sur toute la créativité et le savoir-faire qu'il nous a transmis, sur tout le process de fabrication. Moi, en l'occurrence, sur la partie com marketing, évidemment que j'étais très en amont avec lui sur le fait de partager avec lui sur les réflexions par rapport à des fruits qui peuvent être tendance sur d'autres secteurs, des fruits, des plantes, tout ce qui peut en effet nous nourrir sur de la créativité. Dans cette phase un peu intermédiaire, puisqu'il y aura certainement un recrutement qui va arriver pour continuer à gérer cette partie production, puisque pour l'instant, on n'a pas d'ingénieur agro qui est présent à l'atelier. Mais entre guillemets, on a déjà quelques recettes super sympas en prévision pour 2022. Donc, on est assez confiant sur l'avenir pour avancer avec tout le bagage technique que Ced nous a transmis, tel un bon capitaine d'équipe. Ok. J'ai une dernière question. C'est une question qu'on nous pose très souvent et je ne sais jamais quoi répondre. Tu vas voir si tu vas rigoler. Et souvent, les gens ils me disent, mais comment on fait quand on a fini le rhum pour récupérer les fruits dedans? Et je n'ai pas la réponse, honnêtement. Alors, moi, je sais que sur les noix de macadamia, parce que c'est ma recette préférée, honnêtement. C'est hyper gourmand, j'adore ça. J'en ai jamais chez moi parce que sinon la bouteille est tout de suite. Mais, alors, moi, j'allais avec parce que j'adore ça, là, j'allais avec une petite cuillère ou avec des pics, tu vois, pour essayer de récupérer des trucs, parce que c'est hyper bon. Mais non, c'est très dur à enlever. Donc voilà, qu'est-ce que je réponds à ça, du coup, ouais. C'est qu'on peut pas. Alors, je t'avoue qu'en effet, sur tous les salons, on a quand même souvent des personnes qui veulent soit remettre du rhum dans la bouteille pour refaire la recette. On leur explique que c'est comme une dosette de café. Une fois qu'elle a donné une fois, malheureusement, ça ne redonne pas pareil la seconde fois. Je n'avais pas pensé à ça. Ou qui veulent récupérer les fruits, en effet, pour les déguster. Alors, en termes de technique, on a pas mal de gens qui arrivent avec des brochettes, enfin des pics à brochettes. Ouais, c'est ça, c'est ce que je dis. Bon, c'est laborieux, quoi. C'est laborieux. Exactement. Disons qu'il ne faut surtout pas le faire. Grosse soirée entre potes, après avoir bien dégusté. Oui. Pas s'amuser à le faire en fin de soirée, à vouloir sortir les notes de macadamia, parce que ça peut vite être énervant. Ça pourrait être dangereux avec une volonté de casser la bouteille. Donc, il faut attendre posément. Le lendemain, on se reprend. Et là, normalement, ça tombe, les notes de macadamia. Il n'y a pas une technique de folie, quoi. Non. En toute transparence, sur nos recettes, c'est vrai que la noix de macadamia, il y a clairement un intérêt, parce que c'est noix. L'avantage, la curiosité sur ce produit, c'est qu'on parle d'un produit qui bénéficie d'un vieillissement en fût, comme je disais tout à l'heure pour la recette des 10 ans de Mangue Passion. Les noix de macadamia, la particularité, c'est que sur cette recette, il n'y a pas que le rhum qui est vieilli en fût, tout passe en fût. Les gousses de vanille de Madagascar, les noix de macadamia et le rhum agricole de Martinique AOC passent 6 mois en fût de cognac. Et ces noix de macadamia qui ont bénéficié de ce vieillissement de 6 mois en fût de cognac, c'est super bon de les goûter en effet après. On peut même cuisiner avec en faisant des cookies ou des gâteaux. On a pas mal de gens qui nous envoient des recettes et qui nous montrent les photos des gâteaux qu'ils ont réalisés. C'est super appétissant. Donc on est hyper fiers en effet qu'il peut ici avoir une seconde vie de nos fruits quand on réussit à les sortir de la bouteille. Voilà, bon, super. Écoute, on va arrêter là pour les rhums de Ced. Merci beaucoup en tout cas, Arnaud. Merci à toi, Olivier. Et puis, alors maintenant, on a accueilli, mais je n'avais pas vu, parce que je ne suis pas très au point encore, parce que normalement, c'est Nicolas qui fait ça, et il ne peut pas venir être là ce soir. Mais là, il y a des gens qui nous ont rejoints. Voilà, donc, bienvenue à Walter, je ne sais pas s'il nous entend. Je vais lui activer son micro. Voilà, je ne sais pas. Walter, vous nous entendez? Yes, I can hear you, Olivier. OK. Hi, Walter. So now we are going to talk to Juan about his rhum Cihuatan. How do you spell it? How do you pronounce it? Cihuatan? Cihuatan. Okay. Yeah, Cihuatan. Yes. So
let's pour some rum in the glass, maybe, and you can start to talk about it. Perfect. Well, first off, thank you, Olivier, for the invitation and for the opportunity to share what we do at Cihuatán with you guys. Also, congratulations on these rum boxes. I think they're a really great way for people to learn about different types of rums, and for us as a brand, it's a really great opportunity to be better known. So thank you for that. In Cihuatán, we were born, Olivia. Maybe I want to start telling you a little bit about how our rum was born. We were born within a sugar mill that had over 100 years of experience producing sugar, molasses, and they had recently started producing alcohol as well, distilling alcohol. So, back in 2004, a group of entrepreneurs within this company decided that they wanted to do something that had never been done before, which was produce a rum made in El Salvador. We are actually the only rum from our country, and it was really interesting because they began with the vision of creating a rum that would become the ambassador of El Salvador in the world. So what does an ambassador do? An ambassador tells the stories of his or her country. So we really took this to heart and decided to create a rum that would travel the world telling the stories about El Salvador. So this is why all of our packaging is always very colorful and full of different details that really tell stories about El Salvador. For example, in this case, we're going to be trying Cinabrio, which is our 12-year rum. You can see our brand, Cihuatán. Cihuatán actually means the land beside the sleeping woman. And this is because there is an archaeological site, a civilization that developed in a site very near our distillery. It was a Mayan civilization. And next to this city that they built, there is a mountain that has the silhouette of a sleeping woman on top of it. So the people of Cihuatán believed that this woman was a goddess that had chosen the valley to give it fertility. Okay, so it was like their guardian. And also this goddess would communicate with all the other gods of the Mayan cosmovision to ask for favors for the people of Cihuatán. So each of our rums tells the story of a different Mayan god. For example, Cinabrio tells the story of how the sleeping woman, who is at the center of our label, would ask the god of the sun, Kinichahau, to energize the valley with his sunlight, with his energy. Okay, so Cinabrio refers to the mineral that the Mayans used to produce the color red, which was the color of the sun god. Okay, so in terms of flavors and aromas, Cihuatán Cinabrio was actually inspired in some local fruits that we have in El Salvador. The first note that I always get with Cinabrio is that of star fruit. I don't know if you identify this fruit. The star fruit? Star fruit, yes. It's a little bit citric. So I think this is a very strong characteristic of Cinabrio. Also, I get some caramelized orange as well in it. It's a little fruity. Caramel. I agree, it's very fruity. Very fruity, yes. Many citrus notes as well. Some orange as well. You said it. Orange, yes, definitely. Caramel, I would say. This is in the aroma, and then if you taste Cinabrio, it's quite sweet. Huh? Yes.
if you taste Cinabrio, I always get this, also the citrus notes, but also very balanced with all the flavors that come from the oak. To give you a little bit about the technical side of Cinabrio, this rum is distilled in columns, okay? We're basically aging 2 different types of fresh rums. The first one is a low congener rum, which tends to be very neutral in aroma. It only has a little bit maybe of like green apple, this type of aromas. And then we have a heavy rum, which is more intense in congeners, okay? These 2 rums are then aged in ex-bourbon barrels for 12 years, and then they're blended to create this this flavor profile. So I don't know if you were able to get in the taste all those woody notes that come from the tannins of the American oak. Okay. I get some spices as well, some sweet spices. Yes, Mm-hmm. definitely. A bit of cinnamon, Yeah. maybe. Citrus. Yep. So our master blender, Gabriela Ayala, she always likes to say that for her, Cinabrio is the perfect balance between the gifts that our land give us through the sugar cane, because it has all those fruity notes that come from the sugar cane in the end, and it's a balance between that and the magic that happens inside the barrel. Okay, so all the tannins and the oxidation that happens there. Okay. The aftertaste is very, very long as well. There you can also taste the tannins. Yeah. You get some vanilla as well. At Mhm. the end. Yep. Yep. The length. Yep. Okay. I read that the material that you use for the distillation is molasses and cane syrup. So how do you age the 2 of them? Do you distillate the two separately, and then you add them, and then you age them? How does it work? The production process. Okay, so we actually control the entire process from selecting the sugarcane seed all the way to bottling. So what happens is we bring in the sugarcane into our mill. We crush it from the bagasse, which is the fiber that comes from the sugarcane. We actually produce electricity. This is something very interesting because we're producing sustainable energy that powers our entire operation from the sugarcane. Okay. Then the sugarcane juice goes through the entire process of evaporation and crystallization to produce sugar itself. And then what we end up with is high-grade molasses. These molasses are concentrated in fructose and sucrose, which then goes into our fermentation process. The yeast that we're using to ferment is Saccharomyces cerevisiae, which is the yeast that we've been using right from the beginning when we started fermenting and distilling rum. And I think it gives us a very complex flavor profile. Then after fermenting this molasses, we go through the distillation process. As I was mentioning, our rums are distilled in columns. So to obtain our light rum that I was mentioning before,
we actually go through a series of columns, and then to produce our heavy rum, the route through the columns is a little bit different. To obtain this heavy rum, we actually go through a smaller column that acts as if it were a pot still. Okay. So it's a very small column, and through this we can actually get much heavier rums that add all those congeners that after the aging process become all those fruity flavors that you can taste in Cihuatán. Okay. And when do you blend the different rums? You know? So it depends. For example, for Cinabrio, we are blending these two different rums before they go into the aging process. Okay. Yeah. There are some other of our rums. We age those two rums separately, and then we create the blends. For example, we have some limited edition rums that we release almost every year, that we take those components separately, and then we blend them together to create very specific flavor profiles. Okay, I understand. Yeah. Okay, great. Do you want to add something, maybe? No, just maybe highlight the fact that we really enjoy telling stories through our rums. Each one of them tells a different story about El Salvador and our Mayan ancestors. And we always, something that really inspires us is that we think that every rum that we create is the opportunity to tell that story, not only through its packaging, but also through the rum itself. We think that every rum that we create is telling a story in itself, and we're so happy to share those stories with you in France. So, and how big is your distillery? How many liters do you produce? You know that? Oh, it's pretty small. I think right now maybe we are well, we're growing, but right now we're reaching about maybe 14,000 cases. Okay. Yes. Okay. Cases, yeah. It's rather small. It's okay. It's very exclusive. Yeah. It's small, and we're really focusing, like Walter was saying, in producing rums that are very exclusive, that are innovative. Something really nice I think about Cihuatán, something that I enjoy, is the fact that we are a younger company that doesn't have a big rum tradition. So in our case, we have learned about how to make rum. We have learned all those traditions, but we're not tied down by them. We can use those traditions to innovate, and we're not afraid to push the boundaries. And I think that's something that you can taste in all of our rums. There are rums that are really pushing the boundaries and not limited by tradition. Okay, Juan Alfredo, maybe you want to tell them about how Germany used to be the #1 country, how that switched to a different country now. Maybe you want to share yes, definitely. We began working with Germany a while ago, but in the past maybe 1 or 2 years, right? 1 year, France has become our top selling country in the world. So yeah, so we're very happy about that, and excited to share more about our rums with you guys. Small is beautiful anyway, so. Thank you. I'm also excited about visiting maybe next year and doing a tour to see maybe some master classes and other activities. So that would be you are going to come to France? Amazing, hopefully. Yes. Good. So we can meet. Yeah. Excellent. Definitely. It would be great meeting you, Olivier. Okay. Thank you, Juan. Thank you very much. Thanks so much. I'm going to switch to French now. Perfect. Voilà. Donc, Yann n'a pas pu nous rejoindre. Donc, je vais faire assez rapidement, du coup, pour laisser pas mal de place à Olivier sur la partie des rhums transportés à la voile, TOT. Ça va être vraiment intéressant. Donc, je vais vraiment passer assez rapidement sur le rhum suivant. Donc là, on est en train de parler du rhum Equiano.
Donc voilà, je vais m'en servir un petit verre. Je vous invite à faire la même chose. Donc les Cuyano, c'est un rhum qui a été créé par Yann Burel. Voilà, donc je vais vous en parler un petit peu. C'est un... Alors, je regarde un peu mes notes. Voilà, c'est un assemblage de rhum de l'île Maurice et de la Barbade. Donc, c'est un rhum. Donc, c'est celui de l'île Maurice à 10 ans, 10 ans d'âge, qui vient de la distillerie Grace, donc la distillerie qui produit le New Grove, qui est un rhum assez connu aussi. Donc, ce rhum a été expédié à la Barbade après, et puis il y a eu un assemblage avec un autre rhum âgé de 8 ans, de Foursquare, donc très grosse distillerie, très connue des amateurs de rhum, qui fait très bon rhum, avec souvent il y a des typicités assez différentes, c'est-à-dire que l'île Maurice, enfin la distillerie Grace, c'est beaucoup les fruits très très mûrs. Donc on va voir si on retrouve un peu ces notes dans le rhum qu'on va déguster. Et puis la Foursquare, c'est très gourmand également, mais c'est très marqué par le fusion américain. Et on va retrouver surtout comme marqueur la coco et la vanille. Donc l'assemblage de tout ça devrait donner quelque chose de sympa. On va goûter ça. Et surtout son producteur, enfin la personne qui a créé cette marque-là et donc cet assemblage, et donc Yann est quelqu'un de très connu, hein, qui est l'ambassadeur mondial du rhum, voilà, et qui notamment a créé le Rhum Fest à Londres, qui s'occupe du Rhum Fest à Londres. Donc on va goûter ça. Voilà, donc donc on a bien les fruits et un côté exotique, hein. C'est surtout ça, moi, que je ressens. Peut-être voilà, les fruits exotiques au nez. Voilà, alors, on n'a pas le temps vraiment de laisser le rhum s'aérer très longtemps, donc on va passer à la bouche. Donc là, moi, je retrouve aussi les fruits exotiques qu'on avait au début au nez, hein. Et puis on a là pour le coup, les marqueurs Foursquare qui arrivent en bouche également, mais un peu plus discret. Je trouve que c'est quand même beaucoup le côté exubérant de New Grove, hein, qu'on a, moi, je trouve, hein, même en bouche aussi. On a aussi la vanille et la coco un petit peu. Voilà. En tout cas, un rhum très agréable, hein, je trouve. Avec une bonne longueur en bouche. Un petit côté acidulé. Vraiment agréable. Voilà, donc bon, je propose de passer à la suite, hein. Et Olivier notamment. Voilà, donc, alors Olivier, je vais essayer de t'épingler, parce que je ne suis pas sûr d'avoir bien tout fait depuis le début, mais je me suis rattrapé après. Voilà, donc là, tu apparais à l'écran. Et donc, je vais te laisser la parole. Olivier, peut-être pour nous parler du rhum tot. Alors, il y a énormément de choses à dire, hein, parce que c'est vraiment une question passionnante. Super, tout à fait. Je t'écoute. En effet. Donc, bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Olivier, je suis le commercial au sein de Tout Transport à la voile. Donc, pour évoquer un petit peu Tout, nous, on existe depuis 2011 et on est spécialisé dans l'importation de marchandises à la voile. Concrètement, en fait, on travaille en collaboration avec des navires. On appelle ça des fugréments. En fait, c'est soit des vieux navires qui naviguaient il y a plusieurs siècles, ou soit des copies modernes qui sont remises au goût du jour et qui naviguent autour du globe pour le loisir, pour le transport de marchandises, transport des passagers. Nous,
on se met en contact avec ces navires, on voit avec eux leur planning de voyage, et en fonction des destinations qu'ils pratiquent et des mois de navigation, on détermine les marchandises qu'on pourrait importer sur la route. Sachant que notre adresse, c'est vraiment de proposer des produits qui seront décarbonés, avec le moins empreinte carbone possible. Et le transport à voile permet justement de garantir, parce que forcément, ça consomme beaucoup moins qu'un conteneur classique. Et derrière, on a aussi créé justement ce qu'on appelle le label Anemos. Alors, j'ai une photo pour vous montrer un petit peu. C'est ce petit, alors je sais pas si on voit beaucoup, mais en fait, tous les produits qu'on propose ont un code de voyage. Ouais. Donc là, c'est marqué en tout petit, mais pour le rhum, c'est 2101. Et en fait, ça laisse un peu chaud au consommateur. C'est soit il récupère le code et il le tape sur anemos.eco. Donc Anemos, ça s'écrit A-N-E-M-O-S.eco. Soit il scanne le code, avec le petit QR code qui est juste là. Et en fait, en utilisant le voyage intégré, le consommateur a accès en fait au suivi du voyage maritime. L'exemple du rhum, en tapant justement le code 2102. Mhm. Vous aurez tout un paragraphe qui a présenté le navire, qui s'appelle Aventure. C'est une goélette qui fait 44 mètres de long, qui a ramené le rhum qu'on va parler dans quelques minutes. Et on a plein d'informations sur ce navire-là, dont notamment une carte interactive qui retrace point par point en fait le voyage maritime du rhum jusqu'aux côtes françaises, avec bien sûr un journal de bord qui explique globalement ce qui s'est passé en mer, et également toutes les informations sur le producteur et la plantation. Donc pour revenir, voici un peu notre nouvelle cuvée. Donc c'est un rhum qui vient de Magalante, distillerie domaine Poisson, avec qui on travaille déjà depuis 2016. C'est notre deuxième importation de rhum. On avait importé 12 barriques en 2016, et là, l'année dernière, on s'est dit on va tenter un peu quelque chose de nouveau. Et on est entré en contact avec un vigneron Bordel avec qui on travaillait déjà depuis quelques années, en important en fait ces barriques à Laval. On les faisait vieillir en mer, on appelle ça l'élevage dynamique. Et on a acheté à Château-le-Puy justement des barriques qui avaient accueilli plusieurs de leurs millésimes et qui avaient justement un fond de vin rouge intérieur. Le tout a mené en novembre, février 21 à Mayotte. Et après, le bateau est passé, donc notamment l'Honduras, le Costa Rica, donc il a été dans beaucoup de mers chaudes, avant d'ensuite arriver dans des mers froides. Donc il y a un sorte d'effet de congestion qui a complètement modifié en fait le rhum, et le fait qu'il est baigné dans le vin, ça va apporter un peu cette touche exotique. Donc il suffit de voir concrètement, hein. Il y a une robe pourpre qui est vraiment très particulière. Et attends, le rubis, au niveau du nez, il est assez fruité, assez boisé. Bon, on va le laisser aérer un petit peu histoire que l'alcool se libère, mais là c'est un peu compliqué. Il tire un peu sur la... Concernant la première bouche. La première bouche est assez puissante. Ça confirme les fruits rouges qu'on évoquait avant, assez fraîches, croquantes, mais assez... Olivier, on t'entend pas très bien. Est-ce que peut-être que tu peux augmenter le volume de ton micro? Ouais. C'est là où justement en fait toute la... Ouais, je peux pas le plus fort. Comme je disais justement, si on attend un petit peu, c'est là en fait où tout tannique du vin interne. C'est assez soyeux. On sent qu'il dure vraiment très longtemps en bouche, et on peut relever un peu des fleurs justement de vanille qui rappellent son élevage marin. Donc pour ceux qui ne connaissent pas en fait l'élevage marin, juste pour prendre pas la parenthèse, ça consiste en fait à faire vivre en mer des barriques d'autres produits. Et en fait, grâce au roulis des vagues, au tangage du navire et au vieillissement en bois, ça accroît en fait le vieillissement du produit. Ouais. Enfin, ou du moins, ça vieillit différemment, peut-être. Ah, Olivier, on ne t'entend pas bien, là. Hein. Il y a 1 an, tout ça. Et là, c'est la toute dernière cuvée qu'on...
Ah, Olivier, on t'entend vraiment très très mal. Hein. C'est ma connexion qui n'est pas très stable, malheureusement. Ah ouais, d'accord. Ok. Bon. Alors, moi, j'avais quelques questions. On reprendra un petit peu la dégustation après. J'avais quelques questions à te poser sur le rhum que vous utilisez. Est-ce que c'est toujours le rhum soleil de Perlaba que vous utilisez? Ou est-ce que c'est quoi comme base de rhum, voilà? Avant que ça rentre avant que vous les transfériez dans des fûts et que ça parte sur la mer, c'est quoi comme base de rhum que vous utilisez? Alors, on était sur un rhum, on est sur un rhum du coup qui est ambré agricole, un fût rhum agricole, 3 ans d'âge du coup, qui vit en foudre, donc à Maillan dans des gros tonneaux et donc c'est vrai qui est récolté également, les plantations pardon, de canne à sucre sont récoltées en fait, en chair à bœuf, donc tout vient ensuite par des chars à bœuf directement à la distillerie, donc Domaine Poisson. C'est vie ensuite 3 ans dans des foudres et c'est là où ce rhum-là et c'est là ensuite où la magie opère. D'accord. Et donc, il y a une traversée de 7 mois, hein, c'est ça, dans les fûts de vin, hein, si j'ai bien compris, c'est ça? Ex-vin? Peu des escales, ça a bien duré 7 mois, donc de novembre en fait à juin 21. D'accord. Et après, une fois que c'est arrivé chez vous, du coup, en Bretagne, hein, est-ce que vous les laissez reposer encore? Est-ce qu'il faut que ça se stabilise un petit peu? Ou est-ce que c'est bon dès qu'on ouvre le fût? Ou comment ça fonctionne après? Alors, ça passe un peu par la première étape, c'est que dès qu'en fait les fûts arrivent sur le port, on a notre embouteilleur à qui on travaille depuis 2016 en fait, qui vient récupérer les barriques et qui les emmène directement à son entrepôt, on va dire ça comme ça, sur Élian. Donc c'est dans le Finistère. Les barriques restent là pendant à peu près 2 semaines sans bouger. Et ensuite, on met petit à petit chaque barrique en bouteille. Donc en 2 premières cuvées fin août, début septembre. Et on a commencé à les vendre. Et l'intérêt vraiment, c'est qu'entre chaque barrique, malgré le fait qu'il y a eu très peu d'écart entre la barrique 1 et 2 et avec 3 et 4, il y a eu 1 mois et demi, concrètement. Et pourtant, le goût a complètement été altéré. C'est qu'on met en bouteille nous-mêmes à la main le rhum. Donc c'est très très long, mais super intéressant, super expérience de mettre ça nous-mêmes à la main en fait. Donc jusqu'au bout, on essaie un petit peu de contrôler un peu tout ce qui intervient dans la chaîne en fait de production. D'accord. Donc, j'ai pas tout compris parce qu'il y a eu quelques coupures. Donc, en fait, ce que tu dis, c'est qu'il y a plusieurs fûts. Donc, vous embouteillez au fur et à mesure et qu'entre le premier fût que vous avez embouteillé et le dernier ou le plus récent, ça évolue encore fortement. C'est ça? J'ai bien compris? Tout à fait. C'est tout à fait ça. D'accord. Ok, ça marche. Je n'étais pas sûr. Ok. Alors, très bien. Bah, moi, côté nez, moi j'ai pas mal de fruits hein, aussi au nez. Il est très fruité également. Très tropical, très exotique. Voilà, on a la canne aussi. Hein. Voilà, c'est vraiment le côté tropical et fruité, moi, qui me. C'est un peu le fil continu d'ailleurs de tous les rhums que j'ai goûtés, enfin, qui sont dans la course. Voilà. En effet. Et c'est vraiment le côté fruits tropicaux. L'intérêt aussi pour nous, c'était de trouver en fait un rhum qui pouvait se marier en fait avec le vin, puisque avant justement en fait d'acheter ce rhum, on a forcément pu avoir les barriques, voir à quoi ressemblaient et savoir un peu ce qu'ils en étaient. Et quand on a su justement qu'il y avait que les barriques que Château Le Puy allait nous proposer étaient en fait des millésimes 2016, 2007 et 2008 d'un rhum vin qui était déjà assez fruité de base. Il fallait qu'on trouve trop vieux pour pas que ce soit trop gras, trop cuire en bouche, mais pas trop vieux pour que ce soit trop amer. Du coup, l'intérêt était vraiment de trouver un rhum tout particulièrement. D'accord. Ok, on n'a pas entendu la fin, mais
Mais j'ai compris. En gros, je répète, hein, c'est simplement que donc le château, le vin, vous avez les barriques de vin ont ce côté très fruité. Du coup, il fallait trouver quelque chose de pas trop vieux pour contrebalancer ça et que ça soit pas trop gras, trop lourd, quoi. Et bah, c'est réussi. C'est très bien, c'est intéressant. Et ben voilà. Et ben bravo. Et alors, comment ça se passe ces traversées? Est-ce qu'il y a des Roms? Est-ce que, pardon, il y a des gens de votre société en fait qui naviguent ou est-ce que vous récupérez? Comment ça se fait? Comment ça se passe? Vous allez en avion là-bas pour s'assurer que tout fonctionne bien? Vous mettez les barriques sur le navire et vous les récupérez à la fin ou comment vous organisez? Concrètement, la façon dont on procède, c'est qu'il y a forcément un traitement en amont des produits qu'on recherche. Il y a la femme en fait du président qui s'appelle Guillaume, du coup, ça s'appelle Guillaume. Ouais. Amené à voyager beaucoup en fait tous les ans pour aller voir sa famille en Colombie. Et donc tout l'intérêt, en fait, ils rentrent chez chez les parents de Diana, ils s'arrêtent en fait sur plusieurs destinations qui les intéressent pour voir d'autres produits qui pourraient en fait pour sourcer d'autres produits et qu'on Oui, c'est ça. poser dans notre catalogue. Oui, Donc il y a un réel sourcing. Ouais, c'est-à-dire qu'effectivement, Todd, c'est pas, enfin, votre entreprise, je sais pas si on prononce Todd d'ailleurs, c'est comme ça que ça se prononce? Alors c'est un peu comme ils veulent, les gens, c'est ça qui Ouais, disent Todd, d'autres qui disent Stout. C'est un peu les deux se disent. Et bon, moi je dis Todd. Et en tout cas, ce qu'il faut signaler aux gens qui vont nous écouter, c'est que vous ne faites pas que du rhum. En fait, vous acheminez par voilier énormément de produits. Alors moi, de mémoire, hein, parce que j'ai pas mal regardé votre site et puis on a pas mal échangé, mais il y a du cacao, il y a du café, il y a au moins ces deux types de produits-là. Et après, il y en a peut-être d'autres. Hein, il y a quoi d'autre? Qu'est-ce que vous transportez à part les produits qu'on pose ouais. à l'actuel dans le catalogue, on a du rhum, on a du chocolat, voilà. Cacao, on a du café également, et on a du thé. Donc du thé aussi. En fait, c'est thé aussi. En fait, on peut importer de très nombreux produits à la voile. La seule réelle contrainte actuelle, c'est comme ça prend beaucoup de temps en fait à faire une traversée. En moyenne, il faut compter 3 mois pour le minimum. Il faut forcément des produits qui ne sont pas périssables rapidement. Bien sûr. D'accord. Et évidemment, des produits qui seraient en fait, qui pourraient amortir des coûts de transport qui sont forcément plus élevés qu'un transport classique. Et du coup, sur ce navire-là, j'ai pas complètement compris. Est-ce qu'il y a des passagers? C'est aussi une traversée d'agrément, ou est-ce que c'est vraiment les cales sont pleines et c'est vraiment fait pour transporter les produits, quoi? Actuellement, les navires qui en travaillent font les deux. Jusqu'à en fait, depuis 2011, nous on a affrété 19 navires différents. D'accord. Et chaque navire qu'on a affrété, en fait, ils avaient deux arbres de deux domaines stratégiques, qui étaient le transport de marchandises, où ils transportaient en fait, typiquement, ils bombardaient la cale. Également le transport de passagers, où en fait car son propre site à n'importe quel particulier en fait de réserver sa place sur le navire, moyennant évidemment un certain coût. Et concrètement, ça lui permet en fait de participer au voyage, que ce soit, et c'est une super aventure humaine, parce que il découvre de nouveaux pays, de nouvelles façons un peu de naviguer, et également il participe aussi à la navire, ils font à la fois du transport de marchandises et du transport de passagers. À savoir également que lorsqu'on transporte du marchandise portière, il est tout à fait possible, ça nous est même arrivé, que nos clients en fait montent sur le bateau et suivent la traversée en fait du produit directement sur le navire en même temps que la marchandise. D'accord. Et alors vous, votre équipe, ou Guillaume, donc Guillaume c'est le fondateur, hein, c'est ça, d'Aaron Todd. Et lui, il participe un peu à ces traversées ou pas plus que ça? Alors, pas plus que ça actuellement, puisque en fait, là, on est en plein changement d'échelle. C'est que jusqu'à présent, en fait, on faisait du transport de marchandises à la voile sur le gréement. Donc, en fait, on était complètement dépendant en fait des navires. Mais depuis quelques années, de préparer la construction de nos propres navires.
Ah, oui. Pour donner un peu une petite idée, le plus gros navire actuel qu'on ait affrété, il fait 44 mètres de long. Donc c'est comme un sacré beau bateau, et il pouvait transporter 100. Là, les voiliers cargo, c'est un peu le terme exact des navires qu'on est en train de préparer à construire. Ils feront 80 mètres de long et pourront transporter 1000 tonnes. D'accord. Et c'est vous qui vous occupez, ce sera des navires à vous, en fait, ou un navire à vous, c'est ça? La différence des agréments sera de navire à nous à 100% D'accord. quand on veut, et on passera un peu une échelle industrielle. Bien Ouais. évidemment, on comptera toujours faire appel aux agréments, puisque là, à l'heure actuelle, on a beaucoup de demandes, que ce soit de grosses compagnies type Belco ou C'est moi qui nous demandent de transporter plusieurs milliers de tonnes, ou des petits artisans torréfacteurs indépendants. L'intérêt vraiment, c'est qu'on puisse avoir recours aux deux voyages, c'est-à-dire on aurait des qui navigueraient perpétuellement autour du globe pour importer diverses marchandises et faire du vieillissement en mer pour des grosses quantités. Mais à côté, on aurait toujours les agréments pour des plus petits voyages de quantité un peu plus raisonnable, pour garder un peu ce Donc, en côté fait, un peu humain en fait avec la clientèle. ouais, ce que je retiens, en fait, c'est qu'il y a en fait une très très forte demande sur le côté écologique, même des grandes marques, parce que C'est moi, c'est une grande marque, c'est une marque assez importante, et j'imagine que c'est très, d'un point de vue marketing, évidemment, c'est très vendeur pour eux d'expliquer que ça a été transporté à la voile, que c'est décarboné, etc. Donc, je pense qu'il y a un engouement quoi, autour de ce genre de façon de faire, quoi, de transporter. Tout à fait. Je dirais que la mentalité commence beaucoup à évoluer. Maintenant, l'empreinte carbone intéresse de plus en plus les populations et donc forcément les entreprises qui souhaitent petit à petit à réduire l'échange. Donc forcément, on a beaucoup de demandes, et c'est aussi une des raisons de pourquoi on souhaite en fait faire des voiliers cargo, c'est pouvoir répondre à tout le monde en fait. Oui, et moi j'ai l'impression en plus que vous étiez parmi les, enfin, je ne sais pas si c'est sinon le premier, mais parmi les premières entreprises, je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais à avoir On est en initié. effet, Ouais. tout à fait, on est le premier transporteur actuel de marchandises à la voile. Ah, ouais. J'ai un peu qui naissent par-ci par-là, nos ampleurs. Donc on n'est pas à l'abri que d'ici quelques années, on aurait beaucoup plus de voiliers cargo qui navigueraient en fait autour du globe. Et, très bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Olivier. Là, on arrive à la fin. Merci pour ton intervention. Merci à toi pour l'invitation. C'est passionnant. Vous avez une entreprise formidable, je trouve. Et puis en plus, ça donne du très bon rhum. Alors, on avait il n'y a pas très longtemps, juste pour conclure, une autre vidéo d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube, de Guillaume de Roigny, qui lui, qui n'est pas passé par vous, mais qui a fait aussi un transport à la voile pour un de ses rhums, enfin même pour tous ses rhums, pardon, pour tous ses rhums, les rhums de Guillaume de Roigny, et qui sont aussi très vraiment extraordinaires. Et puis, il y a un rhum d'Australie aussi, Bilney, il y a des rhums de Guadeloupe. Et donc, il parlait de tout ça avec passion aussi. Donc, c'est vraiment, on voit qu'il y a un engouement, alors d'une façon générale, pour le côté décarboné de la voile, mais aussi pour le type de vieillissement ou on ne peut pas dire accélération, mais en tout cas, c'est ce dont on parlait avec Guillaume la dernière fois, ce n'est pas forcément que ça va plus vite, mais en tout cas, avec le roulis, effectivement, le rhum qui claque contre les parois du fût, la paroi du fût, en fait, forcément, ça donne, ça travaille bien, quoi, ça travaille beaucoup. Il y a l'humidité aussi, des cales, etc., qui fait que ça apporte beaucoup, évidemment, pendant le transport. Et donc, on constate sur le rhum en général, sur les spiritueux, vraiment un engouement aussi autour du transport à la voile, plusieurs raisons, donc pour le côté décarboné et pour le côté aussi vieillissement. Il y a un double intérêt, quoi. Donc, encore bravo, Olivier, et puis merci, et à bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis, et à la prochaine. Alors. À la prochaine à tous les spectateurs de Rhum Acide. Merci.